L'histoire commençait avec son père, disant que si elle était morte plus tôt, il n'y aurait pas ces problèmes aujourd'hui. La jeune fille se demandait vraiment si l'histoire aurait basculé si elle était morte plus tôt. L'homme n'arrêtait pas de gronder sa fille, mais il ne lui parlait plus, mais plutôt à lui-même, car il croyait que s'il avait perdu sa fille plus tôt, avec sa femme, il n'aurait pas dû devenir un monstre comme elle maintenant. Il lui demanda si elle était maintenant satisfaite de ce qu'elle avait fait. La jeune fille réfléchit un instant. Elle ne savait pas ce que signifiait être satisfaite, et elle le dit. Cependant, elle ne connaissait pas ce sentiment, mais tout autre. La jeune fille n'avait plus ressenti d'émotion depuis son mariage avec l'homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, depuis qu'elle avait appris les rumeurs concernant sa maîtresse et l'accusation de meurtre. Mais elle a surmonté toutes les épreuves, a survécu à tout. La jeune fille croyait mériter d'être punie pour un acte qu'elle n'avait pas commis. Désireuse de vivre, elle a décidé de s'enfuir, tuant tous ses poursuivants. Et à partir de ce moment, on l'appela la terrible sorcière, ou la tueuse de rois. Son père continua de la blâmer pour tout ce qui lui était arrivé, qualifiant cela d'expiation pour les crimes qu'il avait commis. La jeune fille le regarda. Son père avait déjà préparé son arme, mais elle comprenait que cet homme faible était incapable de la vaincre. Cependant, elle ne voulait pas l'affronter, alors elle le regarda en silence. Alors qu'il s'approchait d'elle, son arme pointée vers la montagne, elle se demandait si c'était l'homme qui avait créé les souvenirs, ou les souvenirs qui avaient créé l'homme. Elle se demandait si elle était vraiment devenue un monstre. Même si tout le monde la croyait comme ça, même son propre père, était-elle vraiment devenue comme ça? Elle était lasse de tout, alors, à bien y réfléchir, mourir des mains de l'homme qui la haïssait n'était pas si terrible. La jeune fille n'opposa aucune résistance, mais décida d'accepter son sort. Cette fatigue morale pesait trop lourd sur elle, et en 548, selon le calendrier impérial, elle ferma les yeux pour la dernière fois. C'est ce qu'elle pensait. Mais soudain elle se réveilla. Regardant autour d'elle, elle réalisa qu'elle était allongée dans son lit, dans sa chambre, et elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, car son père n'était pas du genre à faire une chose pareille. Elle se leva et réfléchit frénétiquement à ce qui s'était réellement passé et à la raison de sa présence ici, mais il lui fallait d'abord se calmer. En parcourant la pièce, perdue dans ses pensées, elle aperçut un miroir. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le miroir était intact, car il s'était brisé quand elle avait 17 ans. Elle commença à s'observer. Le visage lui était familier, mais trop enfantin. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Soudain, quelqu'un entra dans la pièce et elle se retourna lentement en entendant la voix effrayée. Devant elle se tenait sa servante, les larmes aux yeux. La dame ouvrit les yeux, surprise, car elle rencontrait son ancienne servante. Betty raconta qu'elle était tombée dans l'escalier et qu'elle était restée inconsciente un bon moment. Milady n'y prêta pas attention, mais dit à voix haute que la servante avait également rajeuni. Les domestiques furent surpris. Elle pensait que sa maîtresse plaisantait et ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, mais la jeune fille ne plaisantait pas. Roy demanda à la servante quel âge elle avait, et elle répondit qu'elle avait 16 ans. Après cela, elle lui demanda son âge, ce à quoi la servante répondit que, quelques jours auparavant, Milady avait fêté ses 15 ans. La jeune fille comprit qu'elle était revenue dans le passé. Elle voulait explorer la situation actuelle, alors, racontant à Betty qu'elle avait perdu la mémoire en tombant dans les escaliers, elle demanda à faire le tour des lieux. La femme de chambre la crut et lui fit visiter les lieux avec plaisir. La servante désigna une porte et indiqua qu'il y avait une galerie où Milady aimait passer son temps. La jeune fille avait déjà oublié qu'elle y avait souvent séjourné jusqu'à son départ. En entrant, elle vit une photo de sa mère et réalisa qu'elle voulait juste la revoir. Elle ressentit quelque chose, mais c'était étrange, car elle savait qu'elle ne pouvait rien montrer. Leston s'approchait d'eux. Roy tourna immédiatement son attention vers lui, ce qui s'accompagna d'un sentiment étrange, car elle l'avait autrefois tuée. Il la regarda froidement. D'un ton froid, il lui demanda ce qu'elle avait oublié. La jeune fille, un peu confuse, ne le montra pas et répondit qu'elle voulait voir le portrait de sa mère. Le jeune homme ne répondit rien et s'éloigna. Au dernier moment, il lui dit de se rendre rapidement dans la chambre pour éviter d'être surprise par son père. La servante poussa un soupir de soulagement et la jeune fille se souvint qu'il ne l'aimait pas. C'était lui qui avait pointé l'épée sur elle, son frère.
Elle se souvint que, dans une vie antérieure, son frère l'avait accusée de la mort de sa mère. Elle se demanda pourquoi il était venu à la galerie. Probablement pour admirer le portrait de sa mère, qui lui avait visiblement manqué. Déjà dans sa chambre, la jeune fille était à nouveau perdue dans ses pensées, car elle ne comprenait pas pourquoi elle avait l'opportunité de revivre sa vie, car elle ne l'avait jamais demandé, contrairement à d'autres qui voulaient tout arranger. Roy ne voulait plus revivre cette vie, elle l'ennuyait, ennuyeuse et désagréable. Mais il n'y avait plus rien à faire maintenant. Enfin, elle le pensait, jusqu'à la prochaine fois qu'un nouveau problème surgirait. Le lendemain matin, elle examina attentivement la lettre. Finalement, elle décida de demander ce que c'était, ce à quoi la femme de chambre répondit que c'était une invitation, mais elle le savait déjà. Betty dit que c'était pour assister à un événement. Elle y réfléchit. Autrefois, la jeune fille avait toujours partagé les invitations entre son frère. Cependant, Roy venait de rentrer, alors elle n'avait pas vraiment envie de briller en société, mais elle n'avait pas le choix. Soudain, la servante l'appela pour lui dire quelque chose, mais elle répondit presque aussitôt que ce n'était rien d'important. Après cela, la servante continua à se comporter bizarrement, mais ne voulut rien dire. Finalement, Milady n'en pouvant plus, décida de parler directement à la servante, mais celle-ci évitait toujours de répondre. Mais, coincée, elle décida d'avouer qu'elle s'inquiétait pour elle, car elle avait perdu la mémoire. La servante lui rappela qu'après son 15e anniversaire, le marquis avait célébré leur fiançailles. À ces mots, la dame se souvint de tout, mais ne réagit pas, car cela ne la concernait pas. Betty, quant à elle, était très inquiète, car elle ne comprenait pas comment une telle cérémonie pouvait se dérouler sans une rencontre en personne. La servante l'appela pour qu'au moins la dame sache quelque chose sur son fiancé. En regardant le visage triste du serviteur, la jeune fille réalisa que ses problèmes n'étaient pas apparus en un instant, mais s'étaient lentement accumulés au fil des années, ce qui avait finalement conduit Roy à une telle fin. Avec Keynes Roderick, c'était le nom de son futur mari. Elle s'était fiancée à 15 ans et l'avait épousé à 18 ans. Elle ne l'avait même pas vu avant le mariage, ce qui était inquiétant. Elle pensait que si elle avait au moins exprimé son mécontentement face à leur fiançailles, ou au moins s'était liée d'amitié avec lui, peut-être que quelque chose aurait changé. Néanmoins, il lui semblait que tout allait pour le mieux. Elle pensa à quelque chose et chassa précipitamment la servante de la pièce, lui ordonnant de se préparer pour le bal. Une fois seule, elle se dirigea vers l'étagère où se trouvait une pile de livres, mais elle n'en cherchait qu'un seul. La jeune fille sortit son journal. L'ouvrant à une page, elle commença à lire. C'était un sort basé sur l'écriture avec du sang, qu'elle avait commencé à écrire lorsqu'elle avait commencé à apprendre la magie. Roy se fit une petite coupure au doigt et commença à écrire sur le papier du journal. Après avoir terminé le début, il lui fallut trouver un nom. Elle y réfléchit, et l'image de son frère et de ses mots lui revint à l'esprit. Le ton froid avec lequel il les prononça évoqua immédiatement « glace ». C'était le nom qu'elle s'était choisi. Cela fonctionna, et le livre brilla instantanément d'un étrange feu entre les mains de la jeune fille. Le livre devint très froid. Le sort fonctionna, ce qui n'était pas surprenant, car la magie de Roy était très puissante et pouvait modifier les propriétés des objets. La jeune fille remit rapidement le journal à sa place. Plus précisément, une telle magie conférait partiellement à l'objet une propriété, comme pour le livre, lorsqu'il devenait aussi froid que la glace. Un tel sort ne pouvait durer longtemps, mais suffisait pour le tester. Il était temps de se préparer pour le bal, et les préparatifs commençaient à peine quand soudain quelqu'un a frappé à la porte, et un instant plus tard, mon frère est entré. Il s'est excusé de s'être indisposé, mais il voulait parler de quelque chose à ma sœur. Lorsqu'elle s'approcha, le garçon lui dit qu'il avait entendu dire que sa sœur avait reçu une invitation du comte Richard. La jeune fille ne comprit pas immédiatement à quoi son frère faisait référence, et il lui demanda aussitôt de lui remettre l'invitation. Il ne voulait pas expliquer pourquoi, il a juste dit que c'était pour des raisons personnelles. Sa sœur n'a pas insisté pour obtenir des explications, mais elle n'a pas voulu lui lancer l'invitation. La femme de chambre lui a recommandé d'y aller ensemble. Aucun des deux n'était ravi à l'idée, mais ils ne pouvaient rien faire, puisqu'ils devaient tous deux se rendre au bal. Une fois arrivés, Roy pensa qu'il était inutile qu'ils passent tout leur temps ensemble. L'intérieur était très bruyant, le grand nombre d'invités l'empêchait de respirer.
Regardant autour d'elle, elle aperçut le jardin et décida de faire une petite promenade pour s'éloigner de toute cette agitation. Une légère brise soufflait. Soudain, elle aperçut des ombres devant elle, mais elle ne voyait pas bien. Alors elle s'approcha discrètement pour regarder de plus près. La fille vit 2 filles, dont l'une avait été poussée dans l'eau sans qu'elle s'en aperçoive. La jeune fille comprit qu'elle avait été témoin du meurtre par inadvertance, mais elle comprit aussi que de nombreuses personnes l'avaient vue sortir dans le jardin et qu'elle pouvait donc facilement être prise pour une complice. Rose s'approcha du lac. Elle se mordit le doigt et du sang commença à couler en filet. Assise au-dessus de l'eau, la jeune fille se mit à réciter un sortilège qui modifia les propriétés de l'eau. Le lac commença à rougir légèrement, obéissant à la volonté de la dame. Le lac commença à bouillonner et à former un petit cratère qui s'agrandissait à mesure que la jeune fille grandissait. La jeune femme comprit qu'elle venait de retourner dans le passé et refusa de devenir une meurtrière. La fille sauta dans l'eau. Elle n'eut pas besoin de retenir sa respiration, le sort avait donc bien fonctionné. Elle chercha donc la victime du regard, mais en vain. Elle réalisa rapidement que l'inconnu était peut-être déjà en train de couler, même si c'était trop rapide. Elle commença donc à plonger plus profondément pour la rattraper. L'inconnu avait presque atteint le fond du lac. Rose réussit à attraper la fille presque au dernier moment, mais elle était inconsciente. Elle n'avait aucune intention de la sauver, et elle aurait pu tout aussi bien la tuer que la sauver, ce n'était pas un problème. L'étranger s'avéra bien plus lourd qu'elle ne le pensait, et la jeune fille de 15 ans manquait encore de force. Cependant, ce n'était pas le seul problème, car le sort perdit peu à peu son effet. Elle commença à haleter, réalisant soudain que, 5 ans plus tôt, sa magie avait été complètement différente. De plus, la jeune fille s'était emmêlée dans sa robe. La dame pensait maintenant que sa seconde chance était terminée. La fillette tenta de toutes ses forces de remonter à la surface et, avec ses dernières forces, elle remarqua que quelqu'un la saisissait et la tirait brusquement vers le haut. Elle se mit aussitôt à tousser pour cracher l'eau. Alors qu'elle commençait à reprendre conscience, elle entendit une voix inconnue. Levant les yeux, elle remarqua un jeune homme blond à l'air inquiet. L'homme la remercia aussitôt d'avoir sauvé sa Cecilia. La dame ne comprit pas immédiatement de qui elle parlait, mais en presque 1 minute, elle se souvint de qui elle était, car c'était la même fille qui épouserait Leston quelques années plus tard, et par amour, ce qui est rare. Soudain, son frère s'approcha d'eux. La jeune fille fut effrayée en le voyant, ou plutôt en voyant son air inquiet qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était étrange pour elle de ne pas croiser ce regard glacial. L'étranger fut surpris de voir que la dame connaissait Leston. Elle répondit que c'était son frère. Après un moment de silence, le jeune homme s'excusa de ne pas s'être présenté immédiatement et lui demanda également son nom. La jeune fille l'appela par son nom et entendit sa réponse. Arthur Robert. Chloé, surprise, lui demanda s'il n'était pas magicien, après tout. Le jeune homme se concentra un instant, lançant une sorte de sortilège. Tandis que le jeune homme lançait son sort, elle fut à nouveau plongée dans ses souvenirs. Oui, la jeune fille le connaissait. Difficile de ne pas le savoir, car si elle était une sorcière pour tous, lui était le meilleur magicien, adoré de tous. Lady n'avait jamais rien entendu de négatif à son sujet. Elle fut donc surprise de constater à quel point les magiciens étaient différents. Un instant plus tard, une brise chaude souffla autour d'elle, tourbillonnant et séchant ses vêtements. Elle le remercia. Elle ne voyait plus l'intérêt de rester ici. Alors elle lui dit au revoir et s'apprêtait à partir. Robert voulut ajouter quelque chose, mais Cecilia, qui avait déjà repris ses esprits, l'interrompit. La dame s'arrêta et se tourna vers elle. Elle s'approcha de Chloé et, lui prenant les mains, commença à la remercier sincèrement pour son sauvetage, lui promettant que la prochaine fois, elle l'inviterait officiellement dans leur palais. Roy ne savait que répondre à cela. La jeune fille regarda silencieusement son frère, qui se tenait toujours à proximité, les observant avec inquiétude. La dame détourna légèrement le regard, répondant qu'il n'y avait rien à remercier. Ce sentiment la réjouissait. De retour du bal, la jeune fille alla se coucher presque aussitôt, Betty aidant sa dame à s'endormir. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Toutes deux se demandèrent qui cela pouvait bien être à une heure aussi tardive. La dame se leva. La servante voulut arrêter la dame, car elle n'aurait pas dû ouvrir la porte ainsi, mais elle s'en fichait.
Ouvrant la porte derrière elle, elle vit son frère qui commença aussitôt à s'excuser de sa visite. Leston était simplement venu remercier sa sœur d'avoir sauvé Cecilia. La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles et fut très surprise, car elle ne comprenait pas pourquoi son frère était venu la remercier. Il ne trouvait pas les mots justes. Elle ne comprenait pas pourquoi il devait s'excuser, puisqu'il n'était pas fiancé à Cecilia, ne l'avait pas officiellement rencontrée et ne lui avait même pas avoué ses sentiments. Il n'avait rien à dire à cela. Le jeune homme soupira de désespoir et tenta de s'excuser auprès de sa sœur, mais cette fois, elle ne comprit pas pourquoi. Il expliqua qu'il voulait rencontrer son amante, raison pour laquelle il avait laissé sa sœur seule. Il comprit qu'il n'avait pas le droit de faire une chose pareille, alors il voulut s'excuser, mais sa sœur lui dit de ne pas s'en faire. Le garçon ne comprit pas pourquoi. Roy baissa les yeux un instant et réfléchit. Chloé réalisa qu'elle n'avait jamais connu la vie de famille, car elle n'avait jamais eu de bons souvenirs avec eux, et c'était là l'essentiel. Son père et son frère entretenaient ce genre de relation, mais pas avec elle. Son père était fier de son frère et heureux d'avoir un tel héritier, mais on ne pouvait pas en dire autant d'elle. Elle répondit qu'à part le sang, ils n'avaient rien en commun. Ils passaient peu de temps ensemble. Elle a également déclaré n'avoir jamais eu de conversation à cœur ouvert avec sa famille, si tel était le cas. Autrement dit, elle a expliqué qu'elle n'était même pas sûre qu'il fasse partie de sa famille. Leston a été choqué par ce qu'il a entendu. Laissant son frère qui ne comprenait rien, elle lui ferma la porte au nez sans manifester la moindre émotion. Elle semblait indifférente et surtout, rien d'inhabituel. La servante fondit en larmes en entendant cela. Le lendemain matin, la dame reçut une autre lettre. Betty était ravie, car c'était une invitation personnelle du comte Richard, mais la jeune fille ne partagea pas sa joie. La servante remarqua que c'était bon signe. La femme de chambre a dit que c'était une excellente occasion de se faire de nouveaux amis et même de faire de nouvelles connaissances. Chloé n'était pas du tout intéressée et a dit qu'elle n'avait pas besoin d'amis. Mais la femme de chambre l'a ignorée. Betty a ignoré les paroles de la dame selon lesquelles elle ne se souciait pas de tout cela et lui a assuré que tout le monde avait besoin d'amis. Alors malgré les protestations de la fille, elle a rapidement commencé à travailler autour d'elle, la préparant à la visite au palais. Il n'y avait rien à faire, alors à contre-cœur, elle fut contrainte d'accepter l'invitation. Après s'être préparée, elle fut envoyée au plus vite au palais du comte Richard. À son arrivée, les domestiques l'attendaient déjà. Une des servantes se porta volontaire pour l'accompagner et la conduisit au jardin, où tout était déjà prêt pour le thé. La servante l'informa que la dame devrait attendre un peu et que madame Cecilia serait là sous peu. En attendant, j'ai pu jeter un coup d'œil autour de moi. J'ai remarqué un plateau de friandises sur la table, ce qui ne m'a pas vraiment impressionné. J'étais plutôt ennuyée par cette banalité. Quelques minutes plus tard, l'hôtesse est arrivée. À cette occasion, Cecilia décida de se présenter à nouveau et autorisa la jeune fille à l'appeler par son prénom, à quoi Chloé répondit. Elle était accompagnée d'un autre jeune homme que Roe n'avait jamais vu auparavant. C'était le frère jumeau de Lady Richard. Le garçon se présenta, mais perdit presque aussitôt son sang-froid, ce qui lui valut une réprimande légère et humoristique de sa sœur. La jeune fille regarda ses proches avec surprise. Lorsqu'ils s'assirent à table, Milady fut la première à engager la conversation et à lui demander son âge. Roy avait exactement 3 ans de moins que les autres. La table commença alors à s'emplir de conversations réfléchies et de rires joyeux. Elle les observait en silence, car elle n'avait jamais rien vu ni ressenti de tel auparavant. Avoir un ami semblait n'avoir rien d'extraordinaire, mais au fond d'elle, elle avait l'impression d'avoir été privée de quelque chose de bon. Chloé ne voulait pas parler. Alors elle a posé une question sur son invitation dans un instant, mais elle devinait déjà qu'il voulait savoir d'elle si elle avait vu l'agresseur qui voulait la mort de Cecilia. Lady confirma les suppositions de Roy et la regarda avec espoir, pensant qu'elle avait vu quelque chose et que la jeune fille y avait réfléchi. Cependant, elle ne put rien dire de particulier, car il faisait déjà trop sombre. Elle ne donna qu'une brève description de l'apparence de l'agresseur, qu'elle avait réussi à remarquer, mais ce n'était pas suffisant, car beaucoup de personnes correspondaient à cette description. Cependant, elle s'intéressait à la raison de la présence de Cecilia. La jeune fille raconta qu'elle avait reçu une lettre de quelqu'un et pensait qu'elle provenait de son frère ou d'Arthur.
Le magicien recommanda que l'affaire soit réglée par le chef de Rochard, mais la jeune fille refusa d'importuner ses parents avec cela. En écoutant tout cela, Chloé se sentait étrange d'être là. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était là, car c'était presque la première fois qu'elle les voyait. Alors elle commença à dire à voix basse qu'il était temps pour elle de partir. Tout le monde regarda autour d'elle. Il y eut un moment de silence et Lady Richard, réalisant son erreur, commença à s'excuser pour son comportement et pour le fait qu'il s'était laissé distraire par des conversations personnelles, l'oubliant, mais elle-même voulait mieux les connaître. La dame a également affirmé que cette invitation n'avait pas été créée par elle, mais par Arthur. L'homme a rapidement répondu qu'outre les problèmes avec le criminel, il souhaitait simplement la rencontrer. Roy était surprise, car elle n'en comprenait pas la raison. Le jeune homme devina que la jeune fille pouvait être une magicienne, car la situation de sauvetage le montrait clairement. Il vit que Chloé était assez fragile, mais malgré cela, elle parvint à sortir Cécilia de l'eau. Arthur pensait cela aussi parce que la jeune fille avait à peine réagi en voyant son frère se précipiter vers Lady Richard au lieu de sa propre sœur. Elle ne trouvait pas cela étrange. Le magicien comprit que la dame ignorait probablement les particularités des magiciens. Noël éleva la voix et demanda pourquoi la jeune fille cachait ses pouvoirs, car les magiciens étaient très populaires parmi les aristocrates. Roy essayait toujours de faire comme si elle n'avait rien à voir avec les magiciens, même si elle savait les utiliser, mais elle gardait le silence. Cécilia remarqua que les magiciens étaient plutôt rares et attirèrent l'attention. Lady a dit qu'à ce bal, Arthur était le centre d'attention, en tant que seul magicien à cet événement, mais Chloé ne l'a pas remarqué parce qu'elle n'était pas intéressée, donc elle n'a pas vu comment toutes ces conversations étaient liées. Arthur voulait dire quelque chose de plus sur les propriétés des magiciens, mais il n'eut pas le temps de terminer, car près de l'arche, ils virent soudain la servante Rowe, qui l'attendait depuis tout ce temps, alors la fille se dépêcha de partir. Cécilia regrettait que sa nouvelle connaissance doive partir et lui proposa de l'accompagner, mais elle refusa. Un instant plus tard, Robert se précipita à sa poursuite, car, en magicien, il voulait la suivre. La jeune fille avait déjà atteint la voiture lorsqu'Arthur accourut et commença à l'appeler. La servante fut véritablement surprise, car elle savait que ce jeune homme était non seulement l'héritier, mais aussi un célèbre magicien. Cependant, elle resta totalement indifférente à cette situation et ignora le jeune homme autant que possible. Sans même dire un mot, elle commença à monter dans la voiture. Le jeune homme réussit à arrêter la dame en lui disant qu'il avait quelque chose à lui dire. Elle accepta de parler, mais laissa la servante derrière elle et s'éloigna le plus possible de la voiture. Le garçon lui dit qu'une fois qu'elle en saurait plus sur les magiciens, elle serait capable de les reconnaître. La curiosité la prit et la jeune fille lui demanda comment. Le jeune homme commença à lui expliquer qu'elle était différente des autres, qu'elle ne les comprenait pas, par exemple, en ce moment. Cela s'appliquait aussi à d'autres émotions. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle avait toujours été comme ça, ce à quoi Arthur répondit que c'était la particularité des magiciens. Ils avaient du pouvoir, mais étaient dénués d'émotions. La jeune fille lui demanda s'il était comme elle. Le jeune homme confirma avec un sourire, mais expliqua que reconnaître les émotions pouvait s'apprendre. Les mages comme elle étaient appelés jeunes, car ils ne savaient pas comment faire, et il lui fallait donc un professeur pour apprendre. Elle répondit qu'il avait tort et qu'elle n'avait pas besoin d'un professeur. Et de plus, si elle avait appris à reconnaître et à ressentir les émotions, elle n'aurait jamais pu supporter le fait que tout le monde l'évitait, même sa famille. Robert fut un peu choqué par ce qu'il entendit, alors après un moment, il suggéra à la fille de devenir amie. Chloé, sans même réfléchir, lui demanda pourquoi elle en avait besoin, et le garçon tenta de lui expliquer. Il a dit que tout le monde a besoin d'amis, car ce sont des personnes qui partagent toujours leurs expériences et sont toujours heureuses de se revoir. De plus, cela leur permettra de ressentir différentes émotions, ce qui leur sera utile dans la vie. Quelques jours plus tard, Roy reçut une autre lettre. Betty était certes ravie que sa maîtresse ait des amis, mais la jeune fille refusa catégoriquement de les appeler amis, prétextant qu'elle n'en avait pas. La lettre avait été envoyée par Arthur, mais il ne disait rien de précis, lui demandant simplement de prendre un peu de temps aujourd'hui et de venir la chercher plus tard. La dame n'était pas ravie, elle voulait la paix.
Elle se souvenait des paroles du magicien sur l'amitié, sur la façon dont les amis aident à surmonter les difficultés de la vie. Cependant, la jeune fille était plus que certaine que dès qu'il découvrirait qui elle était vraiment, il se détournerait d'elle. Chloé était absolument certaine que tout se passerait comme prévu, même si, quelque part, une lueur d'espoir laissait présager un autre scénario. La femme de chambre lui demanda si elle accepterait le rendez-vous, mais la réponse fut catégorique. Mais malgré tous ses efforts pour rester loin de ses nouvelles connaissances, Cecilia arriva chez elle quelques heures plus tard, pensant que Robert lui avait tout dit et tout expliqué. Elle confirma avoir reçu une lettre de lui, mais elle ne contenait presque rien. Lady Richard était épuisée, alors elle décida de tout raconter elle-même et annonça la grande réception qui commencerait ce jour-là. Roy ne savait pas ce qu'était une réception aussi grandiose, alors Cecilia expliqua qu'il s'agissait d'un bal organisé dans le palais impérial, qui se transforma en festival dans le centre-ville, où se réunissaient les aristocrates. Après cela, la dame lui a proposé d'aller à l'événement avec elle, promettant que ce serait amusant, mais Chloé a refusé, n'appréciant pas les foules. Cependant, ses souhaits étaient loin d'être réalité. Malgré son refus, elle se retrouva au cœur de l'action. Cecilia marchait à ses côtés, lui tenant la main, tandis que la jeune fille regardait autour d'elle, ne comprenant pas comment elle avait atterri au festival. Se frayant lentement un chemin à travers la foule, les filles atteignirent enfin les petites boutiques du festival, où Arthur et Noël les attendaient déjà. Lady Richard commença à réprimander le magicien pour n'avoir rien expliqué à Chloé. Lady Roy ignora la petite bagarre entre ses amis, mais remarqua l'uniforme de son frère jumeau et s'enquit. Le garçon répondit que c'était l'uniforme d'un ordre chevaleresque et qu'il assurerait la sécurité. La sœur lui demanda pourquoi il n'était pas de service à ce moment-là. Le jeune homme répondit qu'il avait du temps libre et qu'il attendait l'ordre du chef de l'ordre, actuellement en tournée. Il réfléchit à la question. Après avoir terminé leur conversation, les amis décidèrent de faire une petite promenade dans le festival. Cecilia était fascinée partout, chaque boutique et les vendeurs venus du monde entier pour présenter leurs produits. Cependant, Chloé n'y voyait rien d'intéressant ni d'excitant. Au contraire, elle aimait de moins en moins l'endroit, mais elle ne voulait pas en parler. Arthur remarqua son expression insatisfaite, mais resta silencieux. Soudain, la compagnie vit une foule nombreuse devant eux, et Lady Richard pensa que les gens s'étaient probablement rassemblés pour acheter du mochi à la fraise et demanda à Roy si elle en avait déjà goûté. Mais elle refusa. La jeune fille n'avait jamais goûté un tel plat, car c'était sa première fois à un tel festival. Alors son amie lui a expliqué ce que c'était, et elle a immédiatement commencé à s'agiter, car elle voulait vraiment acheter ce plat délicieux. En un instant, Cecilia avait disparu de sa vue, et la dame n'eut même pas le temps de comprendre comment elle se retrouvait seule avec Arthur. Le garçon se contenta de rire de la rapidité avec laquelle son ami se montrait, et dit que madame s'occupait de Chloé. La jeune fille demanda pourquoi, mais le magicien n'eut pas le temps de répondre, et ils continuèrent à regarder autour d'eux. Un instant plus tard, ils se retrouvèrent près d'une coutellerie. Le jeune homme lui demanda pourquoi elle avait un couteau. Elle répondit qu'elle avait besoin du couteau pour utiliser la magie, ce qui surprit grandement Robert, car il n'avait jamais entendu parler de magie utilisant des armes blanches. Roy fut également surprise par ce qu'elle entendit. Le gars disait qu'il utilisait des pierres précieuses pour sa magie, car il possédait la magie minérale. Il portait parfois des bijoux, mais le plus souvent des gants ornés de pierres précieuses. Il lui montra l'objet. En le regardant, elle réalisa que ces pierres étaient très précieuses. Le jeune homme confirma cela en disant que sans la position de sa famille, il n'aurait probablement pas pu utiliser la magie. Arthur dit que ces pierres étaient pour lui des consommables. En entendant ces mots, la jeune fille pensa que sa vie était aussi comme des consommables, mais elle ne le dit pas à voix haute. Contrairement à lui, elle possédait une magie plutôt bon marché. Il ne comprit pas ses paroles, alors il redemanda, mais elle ne voulut rien ajouter, et passa à autre chose. Il avait le sentiment qu'il n'avait pas terminé. Robert la regarda. Même si elle était magicienne, elle lui semblait très inhabituelle. La plupart des magiciens apprennent les émotions de leurs parents magiciens, des sentiments fondamentaux comme la peur, la joie et l'amour. Ils apprirent l'empathie et l'éthique, et surtout, ils purent s'adapter à la société et apprendre à utiliser leur pouvoir à leur avantage.
En général, à 12 ans, les jeunes magiciens n'étaient pas différents de leur père. Il semblait à Arthur que Roy n'avait pas du tout suivi cette voie, bien que son comportement lors du sauvetage de Cecilia n'ait pas dépassé les normes acceptées. Mais en la regardant dans la foule, il y avait un sentiment de son détachement. De plus, il commença à sentir qu'elle était tendue par le monde qui l'entourait, et même hostile. Il craignait pour elle, car les magiciens qui n'avaient pas appris à maîtriser leurs émotions pouvaient lui faire du mal. Ces magiciens étaient détestés par ceux qui les entouraient, c'est pourquoi ils ont commencé à tout détruire autour d'eux, devenant ainsi dangereux pour la société, détruisant non seulement tous ceux qui les entouraient, mais aussi eux-mêmes. Soudain, le magicien remarqua que la fille s'était trop éloignée de lui et était presque perdue dans la foule, ce qu'il rapporta, mais elle ne voulait pas être traitée comme une enfant, lui assurant qu'elle ne se perdrait pas. Mais c'est exactement ce qui se passa. Robert n'eut pas le temps de cligner des yeux quand la fille disparut de sa vue. Il laissa échapper un soupir inquiet, car c'était exactement ce qu'il voulait dire. Il devait lui prendre la main. En quelques secondes, elle réalisa qu'elle s'était lourdement trompée en s'assurant qu'elle ne se perdrait jamais, car elle se retrouvait maintenant seule au milieu d'une foule, ne sachant où aller. C'était étrange. Elle décida de s'éloigner de la foule et aperçut un coin tranquille, alors elle s'y dirigea. La jeune fille se rassura que ce n'était pas elle qui était perdue, mais Arthur qui l'avait perdue. Le coin lui semblait familier. Soudain, elle se souvint que c'était la même ruelle qui deviendrait son seul abri 3 ans plus tard, où elle avait froid et faim, et où l'air était humide et sentait le puant, où elle se cachait des méchants. À l'époque comme aujourd'hui, elle se sentait mal à l'aise en ce lieu. Mais alors qu'elle était plongée dans ces terribles souvenirs, quelqu'un s'approcha d'elle sans qu'elle s'en aperçoive. La dame ne le remarqua pas immédiatement avant d'entendre une voix. Les hommes commencèrent à lui parler avec un sourire, ce à quoi elle répondit sans émotion qu'elle était perdue. La jeune fille savait que dans ces ruelles se côtoyèrent souvent des personnes désagréables. Les étrangers ne reculèrent pas. Ils s'approchèrent lentement d'elle, mais la fille les avertit de ne pas la toucher. Les étrangers se moquèrent d'une telle menace. Chloé en avait assez d'être traitée comme une enfant. En raison de son apparence jeune, son entourage la considérait toujours comme une proie facile. Ils voyaient sa faiblesse, ceux qui en faisaient une cible facile, et elle devait donc affronter de tels méchants. Elle en avait vraiment marre de ça, alors la fille essaya de prévenir ces imbéciles une fois de plus, mais l'un d'eux n'aimait pas le ton avec lequel elle lui parlait et l'attrapa par les vêtements, la soulevant légèrement. Un peu en colère, elle cessa de les avertir, voyant que cela ne servait à rien, et passa à l'action. La jeune fille sortit imperceptiblement un couteau qu'elle venait d'acheter et coupa la main de son ennemi. À ce moment-là, un vendeur d'un magasin criait fort sur l'homme, qui s'enfuyait à toute vitesse. L'homme n'appréciait pas que quelqu'un vérifie en pleine journée de travail. Cela risquait de ruiner l'entreprise. Cependant, le jeune homme ne comprenait pas la colère du vendeur. S'il n'y avait pas autant d'arnaqueurs, il y aurait moins de contrôle. Marmonnant son mécontentement, il passa devant les escrocs. Entendant la voix de l'un d'eux, il s'arrêta brusquement et se tourna vers eux. En un instant, le garçon avait déjà attaqué le voleur, furieux que s'il n'y avait pas d'ordre ici, il n'y en aurait jamais. Les autres étaient stupéfaits. Les voleurs n'aimaient pas l'idée qu'un parvenu s'immisce dans leurs affaires, mais un collègue inconscient les a forcés à s'arrêter et à découvrir qui était cet étranger trop courageux. L'homme prétendait être assistant de l'ordre chevaleresque, mais les méchants ne le croyaient pas. Alors il se mit rapidement à fouiller ses poches à la recherche de documents. Les ennemis se regardèrent face à cette situation ridicule. Finalement, l'un d'eux, lassé d'attendre, sortit un couteau pour tenter d'attaquer le type. Mais à cet instant précis, il sortit un document et le montra aux bandits. Ils se relevèrent aussitôt et s'enfuirent. Lorsque les méchants disparurent à l'horizon, la jeune fille les observa et pensa qu'ils avaient eu beaucoup de chance. Le jeune homme ne leur prêta plus attention et se tourna immédiatement vers elle pour savoir si tout allait bien. Cependant, elle n'avait pas besoin de son aide, car le danger menaçait davantage les criminels qu'elle. De plus, ils avaient emporté son couteau récemment acheté. La dame se retourna pour partir. Elle répondit avec mécontentement qu'elle voulait rendre l'appareil au mâle, mais il l'en empêcha. Le jeune homme ne répondit rien, seulement surpris qu'une telle fille ait des pensées aussi cruelles.
Il sourit et, posant la main sur sa tête, lui dit que dans ces cas-là, il était d'usage de simplement dire merci. La jeune fille repoussa sa main d'un geste irrité, mécontente d'être traitée de petite. Rose s'arrêta brusquement. Jusque-là, elle n'avait pas prêté attention à son apparence, mais en regardant autour d'elle, elle se demanda pourquoi elle l'avait rencontré maintenant et pas plus tard. Le jeune homme remarqua son regard attentif. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi la jeune fille le regardait si intensément. Chloé peinait à trouver les mots et finit par dire qu'elle était simplement surprise par son expression joyeuse, car c'était la première fois qu'elle le voyait ainsi. La première chose dont elle se souvint fut leur vie passée, lorsqu'ils étaient mariés. Il ne lui avait jamais souri comme maintenant, et dans sa vie passée, il lui avait dit qu'il la détestait, mais la jeune fille s'en fichait. Tout ce dont elle se souvenait de lui, c'était son visage effrayant, qui rayonnait de bonheur. Cependant, la jeune fille comprit qu'à cet instant, il ne la connaissait tout simplement pas. Roy décida de lui demander son chemin. Elle a dit qu'elle devait retrouver des amis, mais qu'elle était perdue. Elle a donc demandé son chemin pour se rendre au centre. L'homme lui a souri et lui a dit de le suivre, puis lui a montré le chemin. La jeune fille remarqua Arthur, qui criait fort en la cherchant. L'assistante pensa que c'était son petit ami, et lui dit que c'était bien de sortir avec lui, mais qu'elle ne devait pas sortir tard et qu'il valait mieux rentrer tôt. La jeune fille nia que Robert soit son petit ami et s'éloigna précipitamment. Finalement, elle revint rapidement et lui dit au revoir, comme pour la dernière fois, en prononçant son nom. Le jeune homme, gêné, répondit doucement. Keynes ne pouvait toujours pas partir et regarda les autres s'approcher de la jeune fille. Il était heureux de voir qu'elle n'était pas seule. Il se souvenait de S et Parole lorsqu'elle lui avait révélé la solution au mal. Il trouva même cela un peu drôle, car son ton donnait l'impression que le monde entier l'avait offensé. Sur CE, le jeune homme finit par partir, réalisant soudain que c'était aujourd'hui le premier jour du festival. Il faisait très beau dehors, mais en même temps, au milieu de cette foule, il se sentait un peu seul. Il se souvenait des derniers mots de la jeune fille. Ces paroles semblaient étranges, peut-être à cause de son apparence. Il reprit rapidement ses esprits, refusant de croire qu'il pourrait avoir affaire à cette fille. Soudain, Keynes s'arrêta et regarda autour de lui, sous le choc, car il réalisa qu'il ne se souvenait pas lui avoir dit son nom. Il faisait déjà nuit dehors, mais le nombre de personnes ne diminuait pas. Au contraire, il semblait qu'il augmentait à mesure que la chaleur diminuait et qu'une agréable fraîcheur s'installait. Le festival commençait tout juste sa magie. Rose et ses amis s'arrêtèrent non loin de l'endroit où elle avait été retrouvée. Très inquiète pour sa nouvelle connaissance, Cecilia commença à lui demander si tout allait bien. La jeune fille peinait à trouver les mots. Bien que Lady Richard ait toujours été une personne positive, cette fois-ci elle s'amusait trop. Alors Arthur remarqua que la fille était un peu ivre, même malgré le déni de la dame elle-même, mais à la fin elle a avoué. Noël s'approcha d'eux et le magicien lui demanda pourquoi il n'arrêtait pas sa sœur. Le garçon répondit qu'il avait essayé, mais qu'elle ne l'écoutait pas. Cecilia semblait de plus en plus joyeuse et importunait Chloé avec plus d'intensité. Elle commença à dire qu'elle aimait son sauveur et lui assura qu'elle était une très bonne personne, bien que Roy elle-même n'en fût pas sûre, et dit tout le contraire, mais les paroles chaleureuses de sa connaissance étaient agréables. Friandise de son sac et la lui donna à goûter. La fille n'y avait jamais goûté, alors elle commença à la goûter. Il s'avéra que c'était du mochi que son ami lui avait recommandé. Tandis que Cecilia regardait son amie savourer le repas, elle recommença à la harceler, la traitant de mignonne. Roy ne réagit pas, se contentant de demander à Robert quand elle reprendrait connaissance, ce à quoi il répondit que ce ne serait pas long. Lorsque la dame ivre s'écarta légèrement, se sentant malade, Chloé regarda le paquet de mochi qu'on lui avait donné. Incapable de résister, elle en prit un autre et le goûta, sentant sa douceur. Elle se sentait étrange, car c'était la même vie que la dernière fois, où les mêmes événements étaient censés se dérouler. Sa vie était censée être ennuyeuse et monotone au départ, mais cette fois, c'était différent. Ainsi, des événements différents de ses souvenirs commencèrent à se dérouler, modifiant peu à peu le reste des événements. Tout commença lorsqu'elle décida de sauver Cecilia. Cependant, elle comprenait que si la vie ne continuait pas maintenant, cela ne changerait rien à l'avenir. Si quelqu'un essayait à nouveau de la tuer, la fille ferait exactement la même chose qu'avant.
Elle s'enfuirait. Elle avait froid. Elle n'arrivait pas à croire que sa vie allait à nouveau changer si radicalement en 3 ans. Arthur, qui marchait à proximité, remarqua l'inquiétude de la jeune fille et lui demanda pourquoi elle était si sérieuse. Elle lui cacha la vérité. Elle répondit qu'elle avait rencontré quelqu'un qui ne l'aimait pas. Robert trouva étrange que la jeune fille ne réagisse pas, mais elle n'avait tout simplement pas l'intention de haïr qui que ce soit. Il lui demanda pourquoi elle l'évitait. La jeune fille rougit légèrement. Ce n'était pas vrai, mais elle ne voulait pas que cette personne découvre son essence et commence à l'éviter, changeant ainsi d'attitude. Le magicien lui demanda alors comment elle était vraiment. Roy fut stupéfaite par la question. Elle aurait voulu dire qu'elle était une fille ordinaire, mais elle n'eut pas le temps de répondre, car quelque chose clochait. En un instant, toute la rue fut illuminée de lanternes brillantes. Elle regarda autour d'elle avec admiration, et Cecilia, qui se tenait non loin de là, s'exclama joyeusement. Sa promesse s'était réalisée et la soirée était devenue encore plus belle. La dame ne pouvait quitter la rue des yeux, devenue encore plus belle. Elle eut soudain le sentiment que, depuis cette ruelle familière et malodorante, elle se trouvait dans un endroit où elle n'aurait pas dû être. Cependant, elle voulait croire qu'un changement dans sa vie lui permettrait peut-être d'échapper à cette obscurité. Tandis qu'elle se tenait là, rêveuse, quelqu'un lui prit doucement la main. Cecilia rit et voulut montrer quelque chose. Sans lui lâcher les mains, ils la traînèrent en haut de la colline. Lady Richard leur dit qu'il fallait se dépêcher, car sinon ils n'auraient pas de bonne place. Roy ne comprit pas ce que son amie essayait de dire, mais elle ne résista pas. Le visage souriant de Cecilia, qui ne ressentait ni dégoût ni colère envers elle, elle se sentit encore plus à l'aise. Elle ne voulait pas laisser passer ce moment. Et même si ce n'était pas encore certain, pensa-t-elle, quel genre de vie avait-elle maintenant? Entourée de gens qui voulaient communiquer avec elle, avec une fille qu'elle voulait appeler son amie, avec un magicien qui lui offrait son amitié, pour la garder juste un peu plus longtemps. Alors qu'elle et Cecilia regardaient déjà le feu d'artifice, Noël et Arthur s'approchèrent d'elle. Les garçons observaient eux aussi le spectacle avec admiration. Le magicien sourit légèrement et dit que ce spectacle était vraiment magnifique. Elle sourit légèrement et acquiesça. Finalement, la jeune fille comprit que, quel que soit son avenir, quelles que soient les difficultés qui se dressaient sur sa route, elle voulait vraiment profiter du présent. Le lendemain matin, Keynes ne se sentait pas bien du tout. Son frère entra dans la salle de bain et lui dit avec insistance qu'il aurait dû faire plus attention à l'alcool. Le garçon tourna à peine la tête et regarda son frère avec surprise. Il ne s'attendait pas à revoir Isaac si tôt, car le chef de famille avait beaucoup à faire. Son frère répondit qu'il entendait les nausées du plus jeune dans tout le couloir, alors il vint lui rendre visite. Voix du père Keynes ne fit qu'empirer les choses, car il avait la tête qui tournait. Son frère lui demanda pourquoi il buvait autant. Le jeune homme sourit aussitôt et répondit que l'alcool avait toujours cet effet. Monsieur Roderick trouva cette excuse étrange. Soudain, le plus jeune demanda pourquoi son frère était venu si tôt dans sa chambre. L'aîné hésita un peu, mais il voulait lui dire quelque chose depuis longtemps. Il aurait aimé le dire dans un cadre plus agréable, mais il finit par annoncer que son frère était fiancé. Au début, il n'y eut aucune réaction, mais au bout d'un moment, Keynes explosa de mécontentement, ne comprenant pas. L'aîné annonça que sa fiancée serait la fille du marquis Clopy. Le jeune homme fut quelque peu surpris, car il ne pouvait croire qu'il s'agissait du même marquis dont il connaissait le fils. Il en fut même effrayé. Le comte rit de la réaction de son frère et confirma ses soupçons. Il dit aussi qu'aujourd'hui, il pourrait la rencontrer pour la première fois, car il y avait un bal ce soir-là. On ne peut pas dire que le jeune frère fut ravi de la nouvelle. À ce moment précis, au palais de Chloé, le frère de la jeune fille était assis à table et pensait lui aussi à ses fiançailles. Cependant, il n'en ressentait aucune joie, car c'était davantage l'initiative du père que celle des enfants. Il s'apitoyait sur son sort et voulait empêcher cela d'une manière ou d'une autre, mais il ne pouvait pas aller à l'encontre de la volonté de son père. Il se demandait comment informer au mieux sa sœur, qui frappa à la porte du bureau juste à temps et entra. La jeune fille demanda pourquoi son frère l'avait appelée. S'approchant de la table, le garçon, d'un air plus simple, répondit qu'elle devrait aller seule au bal aujourd'hui, mais que cela ne la dérangeait pas.
Il resta silencieux un moment, puis finit par dire qu'il ne pouvait rien faire concernant les fiançailles, son père étant invincible. La dame répondit que cela arriverait tôt ou tard, et que cela n'avait donc aucune importance. Il se sentit honteux, car entendre cette réponse lui fit réaliser que sa sœur n'était plus l'enfant qu'il avait imaginé. Leston se souvint de la conversation qu'il avait eue récemment avec sa sœur dans le couloir. Cependant, elle ne se souvenait plus exactement de ce qu'il voulait dire. Le jeune homme décida de ne plus aborder le sujet et lui dit d'oublier, lui conseillant plutôt de le contacter si elle avait besoin d'aide. Elle le regarda d'un air interrogateur, car elle ne comprenait pas pourquoi son frère lui avait proposé son aide. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Néanmoins, la jeune fille pensait ne jamais en avoir besoin. Son frère ne comprenait pas pourquoi elle refusait. Roy aurait voulu lui dire qu'au moment où elle demanderait de l'aide, son frère préférerait l'attaquer plutôt que de l'aider. Mais ces mots ne quittèrent jamais ses lèvres. La jeune fille ne voulait plus aborder le sujet. Alors elle lui dit d'oublier ses paroles et s'éloigna en hâte, car elle devait se préparer pour le bal. Leston resta seul, se demandant ce qu'il avait fait de mal. Il y avait beaucoup d'invités ce soir-là, mais cette fois, elle ne se sentait pas si mal à l'aise parmi eux. Cecilia courut à sa rencontre et commença à s'excuser pour la veille, mais Royer ne fut pas offensée, elle était même amusée. Lady Richard expliqua que les mots d'amour qu'elle avait prononcés la veille étaient sincères. Chloé en fut assez surprise, car c'était la première fois qu'elle entendait qu'une telle chose pouvait être sincère. Mais elle décida de garder le silence. Pour se rattraper, Cecilia la conduisit à une table remplie de friandises variées. Elle commença à les désigner du doigt et à leur expliquer leur composition. La jeune fille prit un gâteau et l'offrit joyeusement à son amie, déclarant avec joie que c'était son préféré. Roy vit que son amie était tout le contraire de son frère. Elle connaissait désormais mieux sa future belle-fille. Pour être plus précis, Cecilia était très douce et, où qu'elle apparaisse, l'atmosphère s'illuminait toujours, comme si elle s'améliorait. Mais malgré cela, elle ne comprenait pas pourquoi Lady Richard avait décidé d'épouser le froid Leston. Si Cecilia attirait simplement les gens, c'était Arthur Robert qui les dirigeait. Comme toujours, il était au centre de toutes les attentions. Même s'il n'avait pas de succès particulier à son actif, il était extrêmement populaire. Les filles le remarquaient parmi la foule. Arthur les remarqua immédiatement et quitta aussitôt les admirateurs. Le garçon s'approcha d'elle, bien que les filles fussent réticentes, sachant que d'autres le suivraient. Il dit qu'une telle attention est toujours réservée aux magiciens. Cependant, Cecilia était certaine que ce n'était pas tout. Robert rit et voulut dire quelque chose, mais la jeune fille l'en empêcha. Bien qu'ils soient amis, elle souhaitait aussi une relation amoureuse. Mais à cause de lui, peu de gens l'abordaient. Le garçon ne voulait pas discuter avec elle, mais il lui demanda une dernière faveur. Il lui tendit la main et l'invita à danser. La fille accepta à contre-cœur. Pendant qu'ils dansaient, tous les regards des invités étaient rivés sur eux. Tous pensaient qu'ils formaient un couple merveilleux. L'espace d'un instant, Roy le pensa aussi, car il s'agissait de la même charmante Cecilia et du respectable magicien Arthur. Néanmoins, la jeune fille comprit pourquoi Robert avait agi ainsi, car il n'y avait plus personne autour de lui. Pendant que ses amis dansaient, elle décida de prendre un autre gâteau sur la table. Il était délicieux. La dame s'arrêta un instant, se rappelant où elle était, et le comportement d'une fille qui dévorait tout ne lui convenait pas. Cependant, elle avait vraiment envie de goûter d'autres douceurs. Elle remplit son assiette et se cacha. Cependant, ni elle ni ses amis qui dansaient encore ne remarquèrent le mystérieux inconnu caché derrière une colonne, observant Cecilia et Arthur. La jeune fille se mordait les doigts de colère. Les trois dames bavardaient entre elles. Roy venait de quitter la pièce et contemplait avec satisfaction son ventre rempli des gâteaux qu'elle avait mangés en cachette. Ses oreilles lui faisaient mal à cause des chuchotements. Soudain, elle s'arrêta et écouta ses ragots, car le sujet tournait autour de Cecilia. Les filles parlaient négativement de son amie. Le ton montait et on aurait dit qu'elles la détestèrent presque. À ce moment-là, Lady Richard descendit lentement l'escalier, et Roy comprit que la jeune fille avait peut-être entendu tous ces gros mots. Les commères ne la remarquèrent pas et continuèrent à la critiquer grossièrement.
Chloé s'attendait à ce que sa connaissance s'approche des canailles et leur donne une raclée, mais Cecilia, après avoir écouté un peu plus longtemps, fit demi-tour et s'éloigna. La jeune fille fut très surprise, n'en croyant pas ses yeux. Les commères continuaient de parler de Lady Richard. Alors Roy décida d'intervenir, même si elle n'en avait pas vraiment envie. Alors qu'elle se rendait chez ces dames, elle heurta accidentellement un inconnu sans s'en apercevoir. La dame inconnue fut la première à s'excuser de ne pas l'avoir remarqué. Entendant les voix des autres, les commères comprirent qu'il y avait quelqu'un d'autre ici et quittèrent précipitamment leur siège pour retourner dans la salle. Chloé la suivit du regard. La jeune fille lui recommanda de ne pas croiser ces dames, car elles bavardaient par jalousie. Elle remarqua également que Lady Richard était très contrariée. Roy en fut surprise, n'y ayant pas prêté attention. Bien que l'inconnue ne connaisse pas très bien Cecilia, elle comprit qu'elle avait besoin de soutien et le lui fit remarquer. Chloé fut encore plus surprise, et même un peu effrayée, car elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle retourna dans la salle à la recherche de son amie, mais elle était introuvable. Mais même si elle la trouvait, ce n'était pas le problème, car la fille ne savait pas comment réconforter. Elle ne l'a jamais fait. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi son amie s'inquiétait autant de ces conversations futiles, car si elle lui avait demandé de s'occuper de ses ragots, elle aurait accepté avec joie. La dame s'arrêta. Roy ne comprenait pas pourquoi elle s'intéressait soudain aux sentiments de Cecilia, mais elle n'avait plus le temps d'y penser. Dans la foule, elle heurta accidentellement le frère de son amie et s'approcha de lui. Elle savait qu'elle ne pouvait pas réconforter son amie, mais son propre frère était une autre histoire. Elle décida donc de lui demander de l'aide en lui expliquant la situation. Après cela, ils partirent ensemble à la recherche de Lady Richard. Pendant ce temps, Keynes se tenait seul sur le balcon, regardant en bas, l'air ennuyé. Ce bal était trop ennuyeux pour lui. Il n'y avait personne d'intéressant, même s'il pensait que sa fiancée était là. Il repensait à ses fiançailles, qui ne le réjouissaient pas vraiment, mais il ne pouvait rien y faire. Soudain, il entendit des pas et, tournant la tête, vit la jeune fille qu'il avait sauvée la veille. L'homme lui fit un signe amical, mais elle répondit avec réserve. À côté d'elle se trouvait Noël, surpris de voir le chef adjoint ici. Ils se rapprochèrent et une conversation s'engagea. Keynes sourit et raconta les circonstances de sa rencontre avec cette petite fille, ce qui ne surprit guère le jeune homme, qui qualifia son assistant de fêtard. Le jeune homme en fut quelque peu indigné, car il travaillait. L'assistant ayant remarqué qu'ils étaient ensemble, pensa qu'ils sortaient ensemble. Mais Noël réfuta cette hypothèse, affirmant qu'ils étaient amis et qu'il y avait une différence d'âge. Roy fut outré d'être considéré comme une enfant. Le garçon répondit en riant que si elle était petite, il n'était pas étonnant qu'il l'appelait petite. Il cessa de rire et s'approcha un peu pour découvrir son nom, pour savoir comment l'appeler. La fille avait déjà commencé à dire les premiers mots de son nom, mais elle n'eut pas le temps de finir, car soudain, il y eut un grand bruit dans le couloir et toutes les trois tournèrent la tête vers lui, oubliant tout le reste. Il se fraya un chemin à travers la foule qui contemplait la partie détruite du mur. Cecilia était assise par terre, et Arthur était à côté d'elle, protégeant la jeune fille de quelque chose. Noël courut vers sa sœur, anxieuse, mais la dame répondit qu'elle allait bien, mais que Robert était plus blessé. Ce qui s'était passé était un accident, car un vent fort s'était soudainement levé, mais elle avait eu de la chance. Le magicien dit qu'il n'avait qu'une petite égratignure, mais le bal était terminé. De plus, il n'y avait aucun serviteur royal, il fallait donc découvrir ce qui se passait. Cecilia tremblait. Son frère voulut l'aider à se relever, mais lui fit remarquer qu'elle devait faire attention, car il y avait beaucoup de verre autour. Roy, qui se tenait sur le côté, baissa les yeux vers ses pieds et se retrouva au milieu des éclats. Kane l'a averti que c'était dangereux, mais la fille ne l'a pas écouté et, s'accroupissant, a ramassé l'un des fragments et l'a serré dans sa main, d'où du sang a immédiatement coulé et a dit que ce n'était pas un accident. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, alors clarifions les choses. La fille leva silencieusement la main avec l'éclat ensanglanté, et soudain, celui-ci bondit et se mit à tourner au-dessus de sa main. Chloé affirma que c'était la magie qui était en cause. Dès qu'elle eut prononcé ces mots, les fragments restants s'élevèrent brusquement du sol et commencèrent à s'assembler, formant quelque chose d'inconnu.
L'étrange boule, qui s'était peint le visage de feu, regarda Roy. On aurait dit qu'elle allait éclater de rire. Cependant, tandis que la jeune fille cherchait à comprendre qui se trouvait devant elle, les fragments restants encore au sol s'élevèrent rapidement dans les airs et se dirigèrent vers Cecilia. Tout autour se tut un instant, et les gens commencèrent à chuchoter, car ils ne s'attendaient pas à voir un autre magicien parmi les invités. Les fragments volant vers la dame s'arrêtèrent également brusquement, n'atteignant pas leur cible. Et tout cela parce que Chloé ne voyait plus l'intérêt de se cacher, car son amie était en danger, et elle décida de la neutraliser. La jeune fille libéra un puissant jet de mana et visa l'ennemi. Elle commença à sentir que la force de la jeune fille de 15 ans n'était pas suffisante et que son mana s'épuisait rapidement, alors elle fit un dernier mouvement qui aida à neutraliser la force inconnue et elle se dissout dans l'air. Arthur fut choqué par ce qu'il vit, car il ne s'attendait pas à ce que son ami possède un mana aussi puissant, même à son jeune âge. Il comprit qu'un tel pouvoir était hors de portée d'une si jeune mage. Keynes n'en fut pas moins surpris. Il n'osa même pas intervenir, car il voyait que la puissance des magiciens dépassait largement ses propres compétences. Une fois le calme revenu, les amis se rapprochèrent. Effrayée, Cecilia rampa jusqu'au mur, tremblant violemment, ce qui n'était pas étonnant, puisqu'elle avait échappé de justesse à la mort. Cependant, Roy savait que l'ennemi n'avait pas disparu. La jeune fille regarda par la fenêtre et demanda, comme dans le vide, qui était cette créature. Un instant plus tard, une rafale de vent traversa la fenêtre et des fragments commencèrent à s'amonceler du sol, formant une boule. La créature parla. Il n'a jamais répondu à la question de la fille, mais il s'est également demandé qui elle était vraiment, puisque c'était la première fois qu'il la voyait, mais il n'a pas voulu attendre de réponse et a immédiatement visé Roy pour tester sa force. Chloé fusilla le monstre du regard, mais elle n'allait pas céder. Même si l'endroit n'était pas propice au combat, elle accepta le défi. Elle s'apprêtait à parer le coup lorsqu'Arthur apparut devant elle. Le magicien voulait s'occuper lui-même de l'ennemi, et la jeune fille se demandait avec colère pourquoi il intervenait. La créature hurla sur Robert, car il n'était qu'un magicien et il se faisait passer pour un héros respectable. Cependant, le garçon ignora les cris de colère du monstre et se prépara à attaquer. Il comprenait que ce ne serait pas difficile, car l'ennemi était moyen, et qu'il était donc inutile de le combattre. Cependant, la créature comprit qu'elle ne pourrait vaincre un tel magicien et changea brusquement de direction, à la grande surprise d'Arthur. L'ennemi décida d'agir différemment et visa tout le monde dans la salle en même temps. Cela lui donnait le choix de la personne que le magicien allait sauver. Robert était furieux, mais même dans ce cas, il avait une issue. Il utilisa donc la magie pour couvrir tous ceux qui se trouvaient à proximité. Le public applaudit avec joie. Cependant, une magie aussi puissante n'était pas facile à lancer, et le jeune homme dépensa trop de mana pour se bouclier. La créature le vit et rit sarcastiquement, car le magicien était désormais sans défense, ce qui représentait une opportunité exceptionnelle. L'ennemi visa le mage avec un fragment, le touchant à la poitrine et lui infligeant une blessure considérable. Du sang gicla sur le sol, et tous les spectateurs restèrent silencieux un instant, sous le choc. Roe fut tout aussi choqué par cette scène, mais l'ennemi ne lui laissa pas le temps de se ressaisir et lança immédiatement un fragment sur elle. Il aurait atteint sa cible en un instant, mais soudain, quelqu'un la protégea du coup en la recouvrant de son corps. Keynes arriva juste à temps. Après le coup, l'homme tenait la blessure, mais son visage ne montrait qu'un sourire. Chloé ne comprenait pas pourquoi il avait pris des risques pour la sauver. Le jeune homme se contenta de remercier de l'avoir sauvée et sourit à nouveau. La jeune fille regarda les deux personnes qui s'étaient mises en danger à sa place et qui se souciaient également de son bien-être. Sussmans tremblait, et en apercevant cette créature, elle rit, pensant que la fille était plus forte, mais en réalité, elle avait peur. Roe parut surprise par ces mots évoquant la peur qu'elle ressentait pour la première fois. L'ennemi rit de nouveau et dit que la fille possédait une magie puissante, mais qu'elle écoutait toujours les gens comme une simple d'esprit. Chloé serra son poing, qui contenait encore un petit éclat de verre, plus fort. Elle était en colère. Ayant repris le contrôle de ses émotions, elle cria à la créature que tout n'allait pas si bien, et lança rapidement un cercle magique pour éliminer le monstre une fois pour toutes.
Arthur reprit ses esprits, ressentant un puissant mana. Il savait qu'avec une telle force, il blesserait non seulement le monstre, mais aussi ceux qui l'entouraient. Le jeune homme se leva et regarda la blessure. Robert comprit qu'il devait s'en occuper lui-même, car cela aurait pu être pire. Alors il arrêta Roy. La jeune fille s'arrêta brusquement et, déjà insatisfaite, demanda au magicien ce qu'il manigançait. Le garçon promit de détruire l'ennemi d'un seul coup. Il commença alors à incanter un sort, puis lança un jet de magie sur la boule. La créature n'eut pas le temps de réagir et, en 1 minute, elle se dissout dans l'air, emplissant l'espace d'une étrange lueur. Les autres invités observèrent la scène avec de grands yeux admiratifs, louant le magicien. Cependant, Chloé ne partageait pas leur enthousiasme, irritée qu'Arthur soit intervenu à nouveau dans son combat. Les fragments restants de la créature tombèrent lentement au sol, et une voix se fit entendre dans certains d'entre eux. Une voix inconnue lui dit qu'elle ne devait pas se laisser tromper par les gens et ne pas laisser ses émotions envahir son cœur, car ce serait dommage de perdre l'essence même d'une magicienne. Cependant, il se reverrait. Tout le monde la regardait, elle et Arthur, personne n'osait bouger. Les gens étaient sincèrement surpris qu'un autre magicien apparaisse parmi eux, mais Robert, bien sûr, était insurpassable. Les magiciens restaient silencieux. Finalement, le garçon prit la parole et dit qu'il devrait enlever tout le verre du palais pour que la créature ne puisse plus les attaquer. Roy le fusilla du regard. Cécilia et Noël s'approchèrent. Les amis interrogèrent le magicien sur sa blessure, mais il balaya l'affaire du revers de la main et dit qu'il consulterait un guérisseur. Il se tourna aussitôt vers Chloé pour lui demander si elle allait bien. Elle serra le poing fermement. Ce n'était pas qu'elle pouvait être blessée, c'était que la créature avait réussi à s'échapper et qu'il fallait la détruire. La colère l'envahit, mais le garçon posa légèrement la main sur son épaule. Il sourit légèrement, voulant la rassurer, et cela fonctionna quelque peu, mais la fille regarda sa blessure et se sentit un peu triste, alors elle se retourna rapidement sans dire un mot de plus. Les invités discutaient. L'ennemi n'ayant pas été capturé, le festin était donc probablement terminé. Keynes était assis sur les marches, pensant sa blessure qui saignait encore. Il venait de finir de panser la blessure lorsque Rose s'approcha de lui. Le garçon était heureux de la voir, mais elle ne répondit pas à son salut et commença immédiatement à lui demander pourquoi il s'était impliqué dans la bagarre. Elle lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de la sauver, ce à quoi il a répondu qu'il n'aurait même pas dû envisager d'intervenir, qu'il s'inquiétait simplement pour elle. Il ne pouvait rien faire, car son corps réagissait plus vite que son esprit. La dame était surprise. Sans un mot de plus, il saisit rapidement sa main et examina sa paume. La blessure était profonde, alors le garçon commença à lui bander la main. Le jeune homme savait que chaque magicien avait sa propre magie. Cependant, l'ironie était que ce soit son sang, car pour nuire à l'ennemi, elle devait se blesser elle-même. Une fois terminé, il lui conseilla de consulter un médecin à son retour. Il était temps pour lui de rentrer, alors il commença à se lever lentement. Il dit au revoir et, sans un mot de plus, reprit son chemin. La jeune fille resta pour surveiller le sentier. Roy l'appela par son nom dans son dos, ce qui le fit s'arrêter. Le jeune homme ne comprit pas immédiatement le sens de ces mots. Lorsqu'elle le répéta, il promit de s'en souvenir, mais pendant un instant, cela lui parut étrange, puisque c'était le nom de sa fiancée. Avant que le jeune homme puisse ajouter quoi que ce soit, son frère accourut vers eux, alarmé. Le comte vit que Keynes avait déjà rencontré Lady Rowe et fut surpris que son frère aîné la connaisse. Isaac secoua la tête devant cette impolitesse et présenta officiellement son frère à sa future épouse. Pendant ce temps, la même étrange dame qui discutait gentiment avec Chloé récemment marmonnait quelque chose avec colère. Elle était mécontente, car elle ne s'attendait pas à voir un autre magicien à côté de Cécilia. La jeune fille était submergée par la colère, car tout le plan pourtant bien conçu avait échoué. Du miroir qu'elle tenait à la main, une voix s'éleva, exprimant un air coupable qu'elle ne s'attendait pas à un second magicien. La dame, furieuse, jeta le miroir par terre, lui ordonnant de se taire, et il se brisa en 1000 morceaux. Elle attribua cette erreur à une force inconnue. Laissant le miroir par terre, elle s'éloigna. Le lendemain du bal, Keynes exprima ouvertement son mécontentement face aux fiançailles avec la fille du marquis. Il cria avec colère que ce n'étaient pas des fiançailles, car la jeune fille était beaucoup plus jeune.
Le comte essaya de calmer son frère et lui expliqua que tout était légal et qu'à 15 ans, il pouvait se fiancer. Mais le plus jeune ne voulait rien écouter et s'indignait de ne pas pouvoir se marier par amour comme Isaac. L'aîné tenta de le calmer à nouveau et lui expliqua que même avec les fiançailles de Lady Roy, il devait avoir 17 ans pour officialiser le mariage. Keynes refusa toujours car c'était trop tôt. De plus, elle était la fille unique d'un marquis, et à cet âge, on cherche généralement un héritier pour une famille aristocratique, et il n'avait rien à offrir. Le jeune homme s'adossa au canapé, las. Finalement, Isaac avoua qu'avec l'aide de Roy, il souhaitait établir des relations avec le marquis pour éviter les ennuis, mais que si tout se passait bien, les fiançailles pourraient être rompues. Keynes ne s'intéressait qu'à CE qui arriverait alors à la dame. Le comte détourna le regard, coupable. Si les fiançailles étaient rompues, la jeune fille serait à nouveau mise aux enchères. Le plus jeune comprit qu'il voulait simplement l'utiliser et la jeter plus tard. L'aîné essaya d'expliquer sa position, mais il n'en avait pas l'intention. Mais le frère, ne voulant pas poursuivre la conversation, la reporta à une autre occasion. Il se leva brusquement et partit sans rien dire. Isaac demanda où allait son frère, ce à quoi il répondit qu'il allait travailler. Cela surprit beaucoup l'aîné, car c'était un jour de congé. Mais c'était un ordre de l'ordre. Le criminel qui avait ruiné le bal devait être arrêté. Toute la nuit, Roy ne put fermer l'œil. Les mêmes scènes du bal se rejouaient dans sa tête. Elle se demandait pourquoi elle ne pouvait pas répondre. Était-ce vraiment de la peur? Mais la jeune fille ne la ressentait pas. La peur était une émotion propre aux personnes faibles et inférieures. Elle essayait toujours de se protéger, mais elle ne ressentait jamais la peur. Au contraire, ceux qui se trouvaient devant elle à un tel moment étaient effrayés. La fille se tourna et se retourna de nouveau dans son lit, essayant de démêler les émotions qu'elle ressentait, mais elle ne parvenait pas à déterminer ce que c'était, de la colère ou de l'irritation, ni le fait qu'elle avait une dette envers les garçons. Elle ne comprenait pas ce sentiment étrange et désagréable. La dame se leva brusquement. Inutile d'y penser davantage, et elle n'en avait plus envie. Roy décida qu'elle devait trouver ce magicien. Betty entra dans la chambre et fut surprise que la dame se soit réveillée si tôt. Sans rien répondre, la jeune fille demanda immédiatement à la servante de tout préparer pour le voyage. La servante fut surprise. Chloé dépassa la femme de chambre et se dirigea vers la salle de bain pour se préparer, mais la femme de chambre l'arrêta et lui demanda où elle allait. La jeune fille ralentit brusquement, car elle-même ne connaissait pas la réponse. Elle décida de demander de l'aide aux femmes de chambre et leur demanda où aller si elle avait besoin de quelqu'un. Betty réfléchit un instant et suggéra de contacter Leston, mais la dame refusa immédiatement. Après l'incident d'hier, Richal, la sœur et le frère d'Arthur sont venus lui rendre visite. Très inquiets pour leur ami, ils ont voulu lui rendre visite, car il était grièvement blessé, mais le magicien les a calmés. Cecilia se sentait, car c'était elle qu'il voulait tuer. La fille a soupiré et a dit qu'elle allait bien, mais qu'elle se sentait coupable d'avoir fait souffrir des gens à cause d'elle. Elle était également contrariée que le criminel n'ait jamais été arrêté. Robert s'empressa de rassurer son ami et lui dit que des officiers de l'ordre chevaleresque travaillaient déjà sur l'affaire et qu'elle serait donc bientôt arrêtée. Tandis qu'ils étaient assis à table et buvaient du thé, les amis commencèrent à se demander qui pouvait bien être ce mystérieux criminel. Ils en vinrent à penser qu'il pouvait s'agir de la même personne, mais la dame n'y croyait pas. La jeune fille affirma que les méthodes d'assassinat étaient bien différentes. Son frère fut également surpris. Si le même magicien avait été le premier, il aurait pu achever sa sœur sur le champ. Mais Arthur préférait éviter de penser aux mauvaises choses pour l'instant. Noël se rappela soudain qu'il y avait eu plusieurs individus suspects au banquet et désigna les dames dont Roy lui avait parlé, mais sa sœur ne les considérait pas non plus comme des criminels, seulement comme des commères. Elle a dit qu'elle cherchait simplement un coin tranquille et qu'elle était tombée par hasard sur ces jeunes femmes, mais que leurs paroles ne l'avaient pas blessée. La dame a également été agréablement surprise que Chloé s'inquiète pour elle et l'ait même sauvée. Ces mots firent réfléchir Robert. Il remarqua que la sorcière parvenait peu à peu à comprendre les sentiments des autres, mais quelque chose le dérangeait, sa magie et sa froideur. Pendant ce temps, ses amis commençaient à vanter la force de Roy et à dire qu'elle était bien plus forte qu'Arthur.
Mais cela n'avait aucune importance. Mais en regardant son frère et sa sœur, il avait envie de rire. Et pourtant, il avait peur pour la sorcière, car il voyait qu'elle avait un pouvoir considérable. Il comprenait que la jeune fille pouvait sans aucun doute tuer un homme, et que si le jeune homme ne l'avait pas empêchée, elle aurait pu nuire à d'autres. Et après cela, elle pourrait facilement gagner la réputation d'un mage de sang terrible et meurtrier, que tout le monde craindrait et mépriserait, ce qui la conduirait à une vie difficile dans le futur et ferait d'elle une cible facile pour les ennemis. Tandis que lui et ses amis discutaient de la situation, un serviteur entra dans la pièce et annonça l'arrivée d'un invité au palais. Il fut surpris, car il ne s'attendait à personne d'autre. L'invité était Ro, Chloé. Quelques minutes plus tard, elle entra dans la pièce et ses amis furent surpris par son apparition, car ils savaient que la sorcière n'appréciait guère ce genre de rassemblement. Cependant, la dame n'était pas venue comme ça, mais pour discuter. Néanmoins, ils étaient heureux qu'elle soit arrivée à temps, car ils se disputaient pour savoir lequel des deux magiciens était le plus fort. Cécilia couvrit rapidement la bouche de son frère, ce qui l'empêcha de terminer la conversation. Elle rapporta rapidement qu'Arthur allait beaucoup mieux et qu'il ne devait pas prêter attention aux paroles de son frère. Noël s'en indigna, mais sa sœur n'y prêta aucune attention. Cette connaissance fut également sincèrement impressionnée par Roy au bal. La joie et la gratitude sincère de Lady Richel impressionnèrent quelque peu la magicienne, au point qu'elle en oublia même la raison de sa venue. Robert l'arrêta et lui suggéra de s'asseoir la première. Elle accepta et s'assit à côté du magicien. Finalement, Chloé dit qu'elle voulait trouver le mage de verre, alors elle demanda où le trouver. L'homme la rassura en lui disant que l'ordre s'en occupait déjà, mais qu'elle voulait être la première à le faire. Arthur se demanda pourquoi la jeune fille était si pressée de retrouver ce criminel, ce à quoi elle répondit que c'était une question de principe, car il l'avait attaqué et s'était également blessé lui-même et d'autres. Cependant, l'homme ne trouva pas cette excuse sincère et demanda si c'était la seule chose, ce que la fille confirma discrètement en serrant le poing. Robert laissa échapper un soupir anxieux, car il ne voulait pas la laisser partir seule. C'est pourquoi elle était venue demander un moyen de retrouver le magicien, et ensuite elle ferait tout elle-même. Le jeune homme réfléchit un instant, ne sachant pas comment agir au mieux dans cette situation et s'il était judicieux de partager l'information. Tandis que le magicien était perdu dans ses décisions, le frère et la sœur soutenaient Roya, la trouvant forte, et ne voyaient donc aucun inconvénient à cela. Ils recommandèrent même au garçon de suivre le magicien s'il était inquiet. Le magicien réfléchit à nouveau à la meilleure façon d'agir. Finalement, il dit que l'empereur avait déjà donné l'ordre de coopérer avec l'ordre et qu'en tant qu'héritier de la famille, Robert ne pouvait donc pas y donner suite. La jeune fille se tendit légèrement en entendant ces mots, mais le magicien lui proposa son aide, à condition qu'elle accepte de mener l'enquête avec elle. Il pensait ainsi la protéger du danger. Il n'y avait rien à faire, alors elle accepta. De plus, peu importait avec qui elle partait. Ayant accepté, le magicien emmena son ami dans un lieu familier. La dame lui demanda où ils étaient arrivés, contemplant le majestueux palais. Magicien de l'allée. La vicomtesse Oriana utilisa son temps pour pratiquer sa magie afin d'aider l'indice à trouver un ennemi dans le passé ou le futur. La jeune fille trouva cela intéressant, car c'était l'occasion de découvrir l'avenir. Le magicien la distraya et lui apprit que la vicomtesse avait environ 500 ans, mais qu'elle ne vieillissait pas. La femme les accueillit très chaleureusement. Le gars la remercia pour le temps qu'elle était prête à leur accorder. C'est à quoi la vicomtesse haussa simplement les épaules, car elle était heureuse d'aider s'il s'agissait de magiciens et qu'ils n'étaient pas les seuls à venir aujourd'hui. Roy se présenta et Oriana lui sourit. Sans perdre plus de temps, la vicomtesse les invita à la table et commença rapidement à disposer les cartes magiques censées expliquer la venue de ses amis. La femme leur demanda de choisir chacun 3 cartes en réfléchissant à leurs questions. Arthur laissa Chloé choisir en premier et elle en prit 3, sur lesquelles figuraient le diable, la tour et la lune. Allez sourit. Après avoir soigneusement examiné les cartes, elle répondit immédiatement qu'elle comprenait maintenant ce qui était arrivé à leur amie, Lady Richard, mais qu'elle ne savait pas quoi faire ensuite, car la réponse à la question de Roy ne serait pas facile à trouver.
La jeune fille fronça les sourcils, ne comprenant pas la difficulté. La vicomtesse expliqua que trouver le mage de verre serait difficile, car il dissimulait sa position et pouvait se déplacer entre les mondes. Elle a également dit qu'il faisait cela à l'aide de miroirs ou de verres, et la dame a confirmé que le magicien utilisait du verre. Oriana a dit qu'il lui était plus facile d'utiliser son reflet. La particularité de ces magiciens était qu'ils ne se montraient pas. Ils se cachaient dans l'obscurité et reflétaient les côtés obscurs des autres. C'était un peu comme dans le conte de Blanche-Neige. Chloé y réfléchit. La vicomtesse affirma que le miroir avait alimenté le sentiment d'infériorité de la reine, ce qui l'avait forcée à tuer Blanche-Neige. Roy établit un parallèle et comprit que le véritable voleur était le miroir. Elle pensait aussi que Cécilia jouait le rôle de cette princesse. Allais continua et passa la carte suivante, le diable. Cette carte désignait leur camarade qui racontait ses désirs au magicien du miroir. La femme suggéra également que l'incident du lac était dû au désir du démon. Arthur commençait alors à comprendre que l'inconnu qui avait poussé Cécilia dans l'eau et le magicien étaient ensemble. Roy comprit que s'il ne parvenait pas à trouver le mage lui-même, il pourrait trouver sa reine. La vicomtesse expliqua que l'emplacement exact d'une telle fille était difficile à trouver, mais que ses émotions pourraient être un indice. La femme dit qu'une telle fille ressentait des émotions très négatives, mais qu'elle serait bienveillante envers eux. Arthur fut surpris qu'une telle dame soit guidée non par le mal, mais par la bonté. La vicomtesse expliqua. Elle dit que ses émotions étaient comme une obsession pour quelque chose que l'étranger ne pouvait pas avoir, à savoir qu'elle était secrètement amoureuse de Robert. Oriana demanda au garçon s'il avait une idée de qui cela pouvait être. La jeune fille y réfléchit aussi, mais vu la popularité d'Arthur, les candidats étaient nombreux. La vicomtesse ne put s'empêcher d'être d'accord. Le magicien y réfléchit, car c'était précisément pour cette raison qu'il était difficile de soupçonner qui que ce soit. Cependant, Roy décida de penser plus simplement. Les magiciens la regardèrent aussitôt, attendant ses pensées. La jeune fille dit que si l'étranger agissait par jalousie, elle devrait alors jouer le rôle de l'amante d'Arthur. Robert, bien sûr, n'aimait pas cette idée. Il n'arrivait pas à croire qu'une telle idée ait pu venir à son ami. La vicomtesse sourit, comprenant que la dame voulait forcer l'étranger à se montrer. Chloé affirma que si elle dansait avec le garçon à un bal, le magicien se trahirait, mais le jeune homme commença à lui assurer que cette aventure pouvait être très dangereuse. Oriana ne put s'empêcher d'être d'accord. La femme affirma que le magicien dans le miroir était de ceux dont les tendances violentes étaient plus fortes que leur instinct de conservation, et qu'il était donc dangereux de le combattre. Cependant, la jeune fille n'avait pas peur et avait confiance en elle. Mais Arthur tenta de la dissuader. Elle lui suggéra de lui faire part de son plan, s'il en avait un meilleur. Le garçon répondit qu'il devait d'abord tout raconter à l'ordre chevaleresque. Finalement, la jeune fille mit fin à cette dispute insensée et, s'approchant de la table, interrogea la vicomtesse sur la dernière carte, dont elle ne lui avait pas parlé. Ali expliqua que cette carte indiquait l'issue de la confrontation. Cependant, la vicomtesse ne voulait rien dire, car cela n'aurait pas été intéressant. La jeune fille demanda si cet avenir, dont le magicien du temps pouvait parler, était déjà déterminé, mais Oriana répondit très vaguement. Elle a expliqué que chaque carte contenait à la fois le bien et le mal, mais que l'interprétation de chacun dépendait de chacun. Cela déterminerait si tout se passerait bien ou mal. Roy fut ravi par la réponse de la vicomtesse. Elle se leva aussitôt et si la réception était terminée, il devrait retourner à la recherche du magicien de verre. La femme rit de l'impétuosité de la dame. Lorsque Chloé quitta la chambre de la vicomtesse, elle remarqua que la jeune femme était impatiente. Pour régler ça rapidement, mais elle demanda pourquoi Arthur voulait lui parler seul à seul. Il voulait lui demander quelque chose. Le garçon voulait en savoir plus sur Roy, alors il demanda à la femme si elle connaissait les mages de sang. La vicomtesse devint méfiante et le jeune homme poursuivit. Il raconta que la mère de la jeune fille était également mage, mais qu'elle était morte prématurément. De ces faits, la jeune fille était incapable d'apprendre à distinguer les émotions. Cependant, Robert remarqua également que son niveau de magie était bien supérieur à celui d'une adolescente, et on ne disposait encore d'aucune information à son sujet. Il ne trouva aucune information sur sa lignée en général,
Il ignorait donc tout des mages de sang. La vicomtesse ne sembla rien entendre d'autre, mais elle se dit intérieurement qu'elle les connaissait bien sûr. Elle ne répondit pas, mais demanda au jeune homme pourquoi cela l'intéressait. Il expliqua qu'il s'inquiétait pour Roy. Bien qu'elle commençait peu à peu à distinguer ses émotions, il s'inquiétait de son humeur hostile. La femme comprit que le magicien souhaitait secrètement arrêter Chloé, mais c'était trop présomptueux. L'homme fut déconcerté par cette supposition. Elle expliqua que la jeune fille devrait affronter cette épreuve elle-même. La vicomtesse déclara que la jeune femme n'était pas un désastre qu'il fallait arrêter. Robert baissa la tête, honteux, la considérant comme dangereuse. Oriana lui recommanda de s'examiner attentivement. Après tout, plus il doutait de son ami, plus il devenait fou. Finalement, le magicien comprit son erreur, et la vieille sorcière avait raison, mais il ne comprenait pas d'où venait son anxiété. Il pensa que c'était peut-être par crainte que la société se détourne d'elle. Il se sentait très honteux, car il voulait être un bon ami pour cette jeune fille, et lui-même la soupçonnait constamment. Le magicien se demandait ce qu'il pouvait faire pour gérer ses émotions. Il leva rapidement les yeux lorsqu'il réalisa que la solution était simple. Cesser tout simplement de soupçonner et de juger les autres. Il lui suffit de croire en Roy. La vicomtesse interrompit alors ses pensées, mais il avait déjà tout décidé lui-même. La femme s'excusa quelque peu de ne pouvoir aider Arthur d'aucune façon. Cependant, Arthur mit ses hypothèses de côté, car elle l'avait aidé encore plus qu'il ne l'avait espéré, et il en était reconnaissant, réalisant qu'il avait bien fait de lui demander conseil. La vicomtesse soupira et lui demanda de lui rendre visite plus souvent, même sans raison, car les aînés aiment ça. Le jeune homme sourit et promit de revenir, puis courut vers son ami.